Good afternoon, everybody. Bonjour à tous et bienvenue à cette séance de l'après-midi. Philippe Sands. Je m'appelle Philippe Sands et je suis vraiment ravie d'être ici avec quelqu'un que j'ai appris à connaître ces dernières années parce que Olesia Krometchouk habite à Londres. Et bien qu'elle soit ukrainienne et qu'elle vienne d'une ville qui me tient à cœur, si vous avez lu Retour à Lemberg, vous le savez, elle vient de la ville de Lviv où sont nés mes grands-parents au début du siècle dernier. Mon grand-père n'a jamais parlé de cette ville. Il l'a quittée, je l'ai appris bien plus tard, en 1914. À la fin de l'année, après que la ville ait été occupée par les forces russes, il s'est rendu à Vienne et je vois que l'histoire fait des boucles, des cercles concentriques d'une certaine manière. Alors Olesia est directrice de l'Institut ukrainien de Londres, et ce depuis avant la dernière guerre terrible. Elle a fait un fantastique travail à Londres. Elle a créé un forum à partir duquel les idées, la culture, les questions, les problèmes ukrainiens sont abordés. Je suis ravie d'être associée à cet institut. Il y a 1 ou 2 ans, on m'a demandé si je pouvais jeter un œil à un manuscrit qu'Alesia avait écrit. Il a fait l'objet d'une publication récemment et d'après ce que j'ai compris, il sera publié bientôt en français chez un éditeur que je ne peux pas nommer. On m'a dit, je ne voudrais pas vous attirer des ennuis, Olesia, The Death of a Soldier Told by His Sister, le décès d'un soldat raconté par sa sœur. On m'a demandé d'écrire la préface. Andrei Kourkov en a écrit l'introduction. Je ne sais pas la différence entre les deux, mais pour moi, c'est très personnel. En effet, mon grand-père est parti de Lviv en 1914 après que son grand frère aimé ait été tué à l'extérieur de Lemberg, comme s'appelait Lviv à l'époque. Et donc, pour moi, c'est un livre très personnel. C'est la première fois que l'on est ensemble et je suis donc ravie d'être avec vous, Olesia, aujourd'hui. Alors revenons peut-être au début, votre lieu de naissance et le lieu de naissance de votre frère, Volodya. Racontez-nous votre enfance dans la ville de Lviv, vous et vos 2 frères. Merci Philippe, c'est un privilège pour moi d'être ici dans une séance avec vous. J'apprécie, j'admire votre travail, mais aussi vos écrits historiques et la manière dont vous établissez des liens personnels avec cela. C'est ce que j'essaie de raconter à mes étudiants. Les guerres, elles affectent des gens individuels et vous expliquez cela tellement bien dans vos livres. Donc merci pour cela et merci pour cette introduction. Merci pour la préface à ce livre. Je pense qu'une fois que les lecteurs lisent votre livre, ils comprennent que ces histoires de perte, de traumatisme, de deuil traînent pendant des générations. Vous parlez de la Première Guerre mondiale, moi je parle de la guerre en Ukraine. Moi j'ai perdu mon frère en 2017, donc durant la guerre qui a commencé en 2014 et non pas récemment. Alors Lviv est une magnifique ville, j'y ai grandi. Dans la partie la plus singulière de Lviv, mais je n'ai appris l'origine de sa singularité que très récemment. En effet, on peut grandir dans le cœur du Lviv juif orthodoxe sans se rendre compte que c'était un quartier juif orthodoxe. Mes parents viennent des montagnes des Carpates. Ma mère, d'Ivano-Frankivsk, ils y ont déménagé. Durant l'ère soviétique, c'est très important de situer le contexte. Oui, absolument.
Et même si beaucoup de mes voisins étaient juifs, dans mon immeuble, si certains d'entre vous connaissaient Lviv, c'est un endroit très pittoresque. Eux venaient de l'Union soviétique. Ils ont déménagé après la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'y habitaient pas auparavant. Et ça n'est que récemment, grâce aux travaux faits par le Centre d'histoire urbaine, situé dans la ville que vous connaissez si bien, que je me suis rendu compte que c'était au cœur de l'ancienne partie juive orthodoxe de la ville. Et dans ma rue, qui s'appelle Lazneva, qui est la rue des Bains d'une certaine manière, si on devait traduire cela. Il n'y a que 2 immeubles qui ont survécu. Moi, j'y faisais pas très attention, enfant, mais je me suis rendu compte que l'espace juste à côté de mon immeuble était une synagogue qui a été détruite en 1942. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de votre enfance, pour être tout à fait clair? Je pense que chaque communauté du monde sélectionne les histoires qu'elle raconte. Moi, j'ai grandi en ne sachant rien de l'histoire coloniale britannique, rien de l'esclavage. C'était évité, c'était tabou, on n'en parlait pas. Vous aussi, vous avez grandi dans un monde de silence. Lorsque je m'en rends à Lviv, c'est ahurissant le nombre de gens qui disent on ne savait pas ce qui se passait dans cette ville dans les années 40. Eh bien, lorsque je grandissais, lorsque j'étais enfant, les gens étaient au courant. Moi, je suis allée à l'école en 91, où l'Ukraine était indépendante. Beaucoup de travaux étaient faits quant à l'histoire cachée, l'histoire interdite. Et alors que je grandissais, la société grandissait, on en découvrait plus quant à la famine de 1930-1933, toutes ces choses dont on ne pouvait parler sous l'URSS. Et puis, l'histoire complexe et sanglante de la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, et ce qui s'est passé dans ma ville natale. Lviv, c'était Lvov avant la Première Guerre mondiale, ou plutôt la Deuxième Guerre mondiale. Cela faisait partie de la République polonaise à l'époque, et un tiers de la population était polonaise, un tiers c'était des Juifs, un tiers c'était des Ukrainiens. Et donc après la Deuxième Guerre mondiale, la vaste majorité était ukrainienne, et parce que dans l'Union soviétique on ne pouvait pas parler ouvertement de l'Holocauste, c'est la raison pour laquelle cette vérité était sous la surface. Il n'y avait pas beaucoup de témoins pour en parler, et ceux qui pouvaient le faire n'avaient pas le droit de le faire. Donc, dans mon enfance, c'est le moment où on a commencé à explorer tous les traumatismes passés, on a commencé à en parler de manière ouverte, et ça a eu un effet très profond sur moi. Et l'un des textes que j'ai écrits cette année porte sur les raisons qui expliquent que je suis devenue historienne. Je regardais la rue qui menait à l'avenue Sloboda, l'opéra, où se tenaient les parades soviétiques, sous l'ère soviétique. Et c'est là où les gens marchaient avec les drapeaux ukrainiens à partir des années 90. Donc pour moi, il aurait été difficile de choisir une autre profession parce que je continue de creuser dans mon propre passé. Alors en tant qu'enfant, vous avez vécu ce moment extraordinaire avec l'effondrement de l'Union soviétique et l'émergence d'une Ukraine indépendante. Quel était le sentiment à l'époque ? Et notamment, c'est une question plutôt générique, quelle était l'idée, l'avis quant à la future relation avec l'ex-Union soviétique? Eh bien, j'étais jeune, mais au 1er décembre 1991, il y a eu le référendum. Vous aviez quel âge? J'ai peut-être pas le droit de poser cette question, mais c'est important de le savoir. Bon, j'étais pas suffisamment âgée pour voter, pour y participer, mais je m'en souviens très bien. On est tous allés voter, on portait nos tenues traditionnelles. C'était une journée fantastique. On s'est dit qu'enfin on était libre. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas au courant de ce référendum, il s'agissait d'un référendum pour confirmer la décision du Parlement du 24 août de la même année
deux déclarations d'indépendance de l'Ukraine. Donc, tous les Ukrainiens répondaient à la question « Souhaitez-vous être indépendant, devenir un pays indépendant ?» Et une majorité écrasante des Ukrainiens, y compris en Crimée, à Lugansk, dans le Donetsk, ont dit « Oui, absolument ». Alors oui, je m'en souviens très bien. Je me souviens de l'enthousiasme. On retrouve notre propre pays, on peut créer le pays que l'on veut, on a une vision de l'avenir. J'en ai parlé récemment avec mon père. Je lui ai demandé ce qu'il en souvenait. Il m'a dit on est allé voter et puis ensuite on est allé boire beaucoup avec mes amis. Il y avait un sentiment de célébration, mais le lendemain a été compliqué. Et quels étaient les sentiments par rapport à la Russie? Lorsque je parle de liberté par rapport à Moscou. Les gens ne vont plus s'ingérer dans nos vies, ils n'ont plus le droit de le faire, les règles ont changé, on y est arrivé, nos prédécesseurs essayaient de le faire, mais ils n'y sont jamais arrivés, tout à fait. Et donc c'était par rapport à la Russie. Alors bien évidemment, la Russie a continué à s'ingérer dans notre vie politique et dans toutes les sphères de nos vies. Et maintenant, on voit cela. Alors, si vous regardez rétrospectivement ce moment, est-ce que vous imaginiez ce qui allait arriver dans 30 ans? Si je vous avais demandé au mi-temps des années 90 si dans 25 ans les deux pays seraient dans un conflit existentiel, vous m'auriez dit oui. Peut-être. Alors j'étais enfant, c'est peut-être un petit peu compliqué de réfléchir rétrospectivement, mais possiblement. Moi, je vivais dans un environnement où tout le monde voulait éviter la guerre. La guerre était dans tous nos esprits. La Russie pouvait nous attaquer à tout moment. Pour vous donner un exemple de l'époque, mon frère Volodya, le plus âgé, qui a 9 ans de plus que moi, faisait son service militaire dans les forces armées ukrainiennes. Moi et ma mère, on s'est rendus en Crimée. Je le décris dans le livre. On faisait partie de la délégation qui rendait visite à la seule école en langue ukrainienne qui se trouvait en Crimée. Il s'agissait d'établir des liens entre les enfants de Lviv et de Crimée. Il est venu nous voir et nous a dit « Vous êtes folle d'avoir fait cela. Nous, les soldats, on est prêts à être déployés en Crimée pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, car c'était la première crise ukrainienne. À l'époque, la Russie essayait d'organiser une conquête. Donc une possible attaque, une possible guerre, une usurpation du pouvoir à Kiev ou ailleurs, ça c'était dans nos esprits. Quid de Volodya? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, Volodya, votre grand frère? J'adore parler de lui. En général, je dis que c'est un type ordinaire et extraordinaire à la fois. C'est ce qu'il était. Tristement, on ne se voyait pas beaucoup, notamment les 15 dernières années de sa vie. Moi, je vivais au Royaume-Uni, lui, il vivait aux Pays-Bas. Il y a vécu pendant 11 ans. Puis, en 2010, il a décidé de rentrer en Ukraine. À cause de... C'est une bonne question. C'est dur pour moi d'y répondre. Pour lui, le choix était évident. Il savait qu'il était en Occident de manière temporaire. Il ne comprenait pas pourquoi moi, je ne rentrais pas en Ukraine. Il en avait marre d'être un émigrant, ou un immigrant plutôt. C'est pas drôle, c'est compliqué, on n'appartient nulle part. Donc il est rentré à cet endroit où il avait l'impression d'appartenir. C'était un artiste. Il faisait de l'art, il changeait de boulot tous les 2-3 mois. C'était quelqu'un qui ne supportait pas les gens trop compliqués, trop difficiles. Et lorsque la guerre a éclaté en 2014, il attendait sa conscription. Est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que nous, on sait exactement ce qui s'est passé, mais vous pouvez peut-être planter le décor. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Bien, en 2013,
Il y a eu la révolution, que l'on appelle la révolution de la dignité, ce sont les protestations du Maïdan contre la décision du président Yanukovych qui ne souhaitait pas signer l'accord d'association avec l'UE. Or, pour les Ukrainiens, c'était très important. Ils ne voulaient pas le faire, les gens sont descendus dans la rue. Et il y avait des liens avec la Russie dans cette décision de ne pas le faire. Oui, il a choisi la Russie par rapport à l'UE. Bon, c'est un pays que je ne connais pas aussi bien que vous, mais j'y suis quand même allée 25 ans ces 15 dernières années. C'est un pays qui est tiré à l'est, à l'ouest, des deux côtés. Et aucun des deux côtés ne souhaite que l'Ukraine s'intègre dans la sphère d'influence de l'autre, car l'Ukraine est à cheval entre l'Ouest et l'Est. Oui, en tout cas en Russie, c'est vrai. Et puis il y a des politiciens véreux dans le pays. C'est moins la population elle-même. Il y a certaines personnes qui sont ambiguës quant à ce choix. Les gens sont sceptiques quant à l'idée de rejoindre l'OTAN. C'était le cas avant 2014. Maintenant, la majorité des Ukrainiens souhaitent le faire. Donc, il y avait des sentiments ambigus. Ce n'était pas forcément que la population souhaitait se rapprocher de la Russie. Il y en avait très peu, y compris en Crimée. Il n'y avait pas vraiment de mouvement séparatiste avant qu'il soit créé par la Russie. Mais revenons à 2013. Yanukovych refuse de signer l'accord d'association. Il y a des manifestations. La police réprime ces manifestations qui étaient essentiellement des étudiants non armés. Et c'est là que la population, le reste de la population a dit non. On ne va pas supporter cela. Ils vont manifester. Et souvenez-vous, ce sont des gens qui ont participé à la Révolution orange 10 ans auparavant. Ils avaient fait des grèves de la faim pour être sûrs que l'Ukraine devienne indépendante. Donc plusieurs générations d'Ukrainiens qui savaient comment se battre pour leur liberté sont descendus dans la rue. Et pour Poutine, c'était un moment terrifiant. Il voyait que l'Ukraine démontrait qu'il était possible pour des gens ordinaires. Il n'y avait aucun leadership politique durant cette révolution, contrairement à la révolution orange, où on avait des dirigeants politiques qui dirigeaient le mouvement. Là, c'était des gens ordinaires, la classe moyenne, les étudiants, notamment à Kiev, sur la place Maïdan, qui disaient « Nous, on ne va pas vous permettre de détruire ce pays que l'on essaie de construire ». La réponse de Poutine, ça a été l'annexation de la Crimée, l'occupation de la Crimée et l'agression des régions de Donetsk et de Lugansk. Et c'est comme ça que la guerre a commencé. Mais pour revenir à mon frère, on pensait tous qu'il allait s'engager, qu'il allait être conscrit, car il était sergent. L'armée ukrainienne était dans un état lamentable, elle avait besoin de personnel, elle avait besoin d'armes. Il n'a pas été conscrit, ce qui m'a franchement soulagée, pour être honnête. Peu importe ses sentiments patriotiques, on ne veut pas que son frère finisse sur la ligne de front. Mais un jour, il s'est porté volontaire. Il a décidé, en 2015, d'aller au front. Est-ce qu'il en avait parlé avec les membres de sa famille auparavant? Non. Ça vous donne une idée du type d'homme qu'il était. Il a pris sa décision. Une fois prise, on ne pouvait pas le dissuader. On a vraiment essayé. Moi, j'ai essayé de commencer à acheter tout ce dont il avait besoin pour le front. Comme je l'ai dit, l'armée était très mal équipée à l'époque. Alors ouais, ensuite on a passé 2 ans à espérer qu'il ne meure pas. Il a passé 3 semaines. Il a été déployé, puis il a passé 3 semaines en tant que civil, puis il est reparti. Pourquoi? Lui ai-je demandé? Bien, j'ai des cauchemars quand je dors en tant que civil, je ne les ai pas sur la ligne de front. Deuxième raison, il m'a dit, tu es historienne, tu étudies toute notre histoire, mais tu ne comprends pas que c'est une guerre européenne qui a commencé en Ukraine. À l'époque, je ne voulais pas le comprendre, je le comprends maintenant et je crois qu'on le comprend tous. Alors, vous le décrivez dans le livre, et c'est un livre remarquable car cela raconte
une histoire qui est une histoire universelle, même si elle a lieu en Ukraine, dans le contexte de la Russie, il y a des conflits, des guerres qui ont lieu partout dans le monde, et vous, vous décrivez quelque chose qui est absolument universel. Un frère, un être cher qui décède dans le contexte d'un conflit armé, d'une guerre. On peut exactement décrire ce qu'il vit, mais vous abordez la question dans votre livre, et vous racontez vos sentiments. Cette période d'anxiété croissante au fur et à mesure de l'escalade, c'était comment pour vous? Terrifiant, absolument terrifiant. C'est quelque chose de conscient, de constant. C'est constant. C'est ce que je retire du livre. Oui, c'est au jour le jour pour tout le monde. Moi, je me trouve loin, géographiquement parlant. Je suis en sécurité, mais plus on est proche des tranchées, moins on se sent en sécurité, à moins que l'on se trouve carrément dans les tranchées. Mais j'étais en contact avec pas mal de gens. J'ai fait beaucoup de recherches universitaires sur les femmes qui participent aux forces armées dans le contexte de cette guerre. Je leur ai aussi parlé. Je leur parlais régulièrement. Et on se pose toujours la question de jusqu'où il va aller. Et lui, c'est Poutine. Est-ce qu'il va aller jusqu'à Zaporijjia? Donc on essaie d'anticiper tout ce qu'il va faire. Et 8 ans avant l'invasion à part entière, on avait l'impression que personne ne nous écoutait. Beaucoup de gens nous décrivent comme des Cassandres des temps modernes. On disait aux gens, c'est une guerre, c'est pas un conflit gelé. Il y a des morts, il faut l'arrêter avant qu'il avance. Mais on avait l'impression que ça n'intéressait personne du tout. Même une semaine avant l'invasion en tant que telle. Lorsque cette invasion a commencé, lorsque les médias ont commencé à parler de défiance ukrainienne avec admiration et avec surprise, moi, ça m'a beaucoup énervée. Je me suis dit, ça veut dire que vous ne comprenez rien de l'expérience des Ukrainiens. Ces civils courageux, défiants, qui se mettent face aux tanks russes en tenant des drapeaux ou des bocaux de cornichons, comme on a pu le voir. Ce sont des citoyens désespérés. Tout ce qu'ils avaient en leurs mains, c'était leur courage et leur défiance, car financièrement, militairement, politiquement, ils n'ont reçu aucun soutien pour défendre leur pays, et ce de la part de la communauté internationale. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, l'an dernier, on a donné 72 heures à l'Ukraine pour se positionner. Donc il y avait une certaine méfiance. Alors je comprends pourquoi ça s'est produit, mais ça m'a beaucoup frustrée. Ça veut dire que la communauté internationale ne regardait pas ce qui se passait sur le terrain ces 8 dernières années. Une société civile vibrante s'est développée depuis la révolution de Maïdan. Des gens qui prennent les rênes dans leur pays, qui disent peu importe ce qui se passe au niveau de l'élite politique, nous, on va faire en sorte que les choses changent. Et cette détermination, on l'a ressentie dans les premières semaines après l'invasion en tant que telle. Le président Zelensky est loué. On est très content qu'il n'ait pas quitté le pays, qu'il soit devenu un leader de sa trempe. Mais par ces décisions, il reflétait l'humeur de la population. C'est pas que le leader a décidé quelque chose et la population a suivi, c'est le contraire. La population s'attendait à ce que son leader reste, se défende. Alors revenons à la nouvelle que vous entendez, la nouvelle du décès de Volodya au moment où vous l'apprenez. Eh bien, j'étais dans le métro à Londres, c'était un samedi. J'allais à la rencontre d'une amie au parc et
Je recevais des messages via Facebook de tout un tas de gens que je ne connaissais pas. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il disait, voilà les détails, voilà les coordonnées, c'était les coordonnées de ma mère. Est-ce que vous la connaissez? On essaie de rentrer en contact avec elle. C'était des messages du ministère des Affaires étrangères. Vous avez su? Je savais que quelque chose s'était produit. Mais moi, je me suis dit qu'il avait été capturé. Il avait dû devenir un prisonnier de guerre. Et pour moi, c'était l'idée la plus terrifiante. On sait à quoi ressemble la captivité en Russie. Vous êtes tous au courant des chambres de torture, de ce que les Russes laissent derrière eux dans les territoires occupés. Cette idée me terrifiait. Je me suis dit, qui je peux appeler? Qui peut nous aider à le faire sortir? Qu'est-ce qui va se produire? Je suis sortie du métro, j'ai appelé ma mère. Je me suis dit, il faut que je lui donne cette mauvaise nouvelle, même si je ne sais pas à quel point elle est mauvaise. Alors je lui ai dit, c'est à propos de Volodia. Elle m'a interrompu tout de suite. Elle m'a dit, son commandant m'a appelé et Volodia est mort. Et donc, ils essayaient d'entrer en contact avec nous de manière différente et ils ont réussi à appeler ma mère avant de m'appeler moi. Et voilà tout. J'ai écrit à ces gens qui m'ont écrit pour leur dire que ma mère était au courant. Ils m'ont dit, on ramène son corps à Lviv, les routes sont mauvaises. L'état des routes revient dans tous les livres sur l'Ukraine. Donc les routes sont mauvaises, ça va nous prendre du temps. On sera à Lviv tel ou tel jour. Et avec ma mère, on a commencé à prévoir notre retour à Lviv. On a pris l'avion le jour d'après et on lui a dit nos au revoir. C'était la première fois en 17 ans que ma mère était retournée à Lviv. Moi, j'y retourne régulièrement. Ma mère vit aussi à Londres. Non, c'était la deuxième fois en 17 ans qu'elle y retournait. La première fois, c'était pour le mariage de mon autre frère, Yura. Et cette fois-ci, c'était pour les funérailles de mon frère aîné. Est-ce que c'est un moment bien choisi pour lire un passage de votre livre? Vous allez comprendre pourquoi il est puissant. Merci beaucoup de me l'avoir proposé, Philippe. Je vais lire le texte que j'ai esquissé au départ, car mon intention n'était pas d'écrire un livre, mais à un moment donné, je n'arrivais plus à gérer les émotions, le deuil, et j'ai commencé à écrire des vignettes que j'ai travaillé avec ma troupe de théâtre à Londres. Nous en avons fait une pièce de théâtre pour finir. Voici ce que j'ai écrit. Je vais lire deux petits extraits. Une paire de bottes, partie 1. On va vous demander de lire lentement parce que les interprètes n'ont pas le texte du livre en français. Et c'est d'ailleurs une traduction au pied levé. Oui, je m'excuse, dit Olesia. Depuis des mois, ma page Facebook affichait des sites de rencontres, des habits pour femmes enceintes, des pièces de théâtre et des bottes militaires. Pointure 8. Les algorithmes pensaient sans doute que j'étais une femme célibataire en âge de procréer qui aimait le théâtre et les tenues militaires. Les algorithmes devaient aussi penser que j'avais de grands pieds. Ce n'est pas le cas. Je n'en ai pas voulu à Facebook. J'avais passé des jours à écrémer les sites de surplus militaires à la recherche d'une paire de bottes. Mon père avait demandé et j'étais déterminée à trouver une paire étanche, légère, en noir et pointure 8. Rapidement, je me suis rendu compte que les sites vendent du surplus. Et cela voulait dire que les pointures les plus courantes, y compris la pointure 8, étaient difficiles à trouver. J'ai pensé que je pouvais peut-être trouver des bottes de police, mais elles n'étaient pas étanches. J'ai trouvé des bottes militaires étanches, noires, pointure 8, mais elles étaient lourdes.
Et la dernière chose que l'on veut quand il faut traverser les champs de boue noire de l'Ukraine orientale, ce sont des bottes qui pèsent une tonne même avant de ramasser la boue. Après plus d'une semaine égrener les sites Internet, j'ai vu des centaines de paires de bottes militaires. Je n'avais rien trouvé et j'ai commencé à désespérer. Tous les jours, je vérifiais, revérifiais les sites principaux pour voir s'il y avait des nouveautés en vain. Et tout d'un coup, soudain, les voilà, des bottes de l'armée britannique en Gore-Tex. Je n'en croyais pas les yeux. Elles étaient étanches, noires, un petit peu lourdes, mais le plus important, c'était que c'était la pointure 8. Mais quoi? Attendez. C'était largeur M. Je me suis dit, est-ce que c'est bien? Quelles sont les autres options? Je n'avais pas le cœur à continuer à chercher. Heureusement, il n'y avait pas d'autres options de toute façon. Et je me suis dit que medium, c'était une meilleure largeur que large ou L ou S. Donc, je les ai achetés. Et l'avantage, c'est que ces bottes n'avaient pas été portées. Elles étaient toutes neuves, contrairement aux autres bottes que j'avais vues. J'étais très contente. Mon frère allait avoir des bottes militaires flambant neuves. Il serait la coqueluche de toute la compagnie, peut-être du bataillon. Personne d'autre n'aurait d'aussi belles bottes. Ensuite, je décris le reste de l'équipement militaire que je lui envoie et je vais terminer par vous lire un extrait d'un autre chapitre. Une paire de bottes, partie 2, deuxième partie. Le sac se trouvant sur le sol de la cuisine de Masha à Kiev était le même sac que j'avais rempli sur le sol de ma propre cuisine 2 ans plus tôt à Londres. Je ne reconnaissais pas beaucoup de ces articles. L'uniforme n'était pas celui de l'armée britannique que j'avais acheté. Il était fait en matériel qui ressemblait à du plastique. Certains T-shirts étaient ceux que j'avais achetés, mais ne sentaient plus l'entrepôt comme au départ. Maintenant, ils sentaient la terre et le moisi. Le sous-casque y était. C'était celui que j'avais acheté, sauf que maintenant, il portait un trou et plusieurs taches brunâtres. Certaines des croix en cuir étaient dans le sac. Peut-être qu'il ne les a pas offertes à ses amis. Ou peut-être que ses amis pensaient que ces croix ne pouvaient pas les protéger. Il y avait quelques préservatifs dans une petite poche. Je n'y avais pas pensé quand je préparais le sac pour lui. Et ensuite, je les ai vus. Les bottes en Gore-Tex de l'armée britannique, pointure 8. Elles étaient toujours en bon état, mais plus très neuves. Je crois qu'on dirait qu'elles avaient été déjà portées. Elles étaient couvertes de boue, la boue noire de l'Ukraine. Je les ai emmenées dans l'entrée de l'appartement de Masha, couvertes de chaussures, certaines propres, certaines sales. Celles que je portais se détachaient du reste. Parmi toutes ces chaussures de civil, elles ressemblaient à des chaussures d'extraterrestres. Et j'ai pleuré pour la première fois depuis que j'avais reçu le sac. Les larmes coulaient sur mes joues et sur les chaussures. J'ai pris un linge et commencé à les nettoyer. Tout d'abord, j'ai enlevé le bout des semelles. Ensuite, j'ai nettoyé le reste de chaque chaussure et je les ai lustrées. Je les ai caressées comme je l'avais fait 2 ans auparavant et je leur ai chuchoté « Bonne chance. Maintenant, vous pouvez tenir les pieds de quelqu'un d'autre au chaud et au sec. » Bravo. Quand est-ce que vous avez décidé d'écrire ce livre? Bon, vous avez un talent d'écriture, cela saute aux yeux, mais quelle était votre idée à l'époque? Eh bien, ça sortait, c'était un peu un cri de désespoir. Je suis historienne, je suis universitaire, chercheuse. J'ai fait beaucoup de recherches sur les guerres, y compris celle-ci. Et lorsque mon frère est mort au front, j'ai décidé tout de suite que je n'allais pas en parler, que personne ne devait savoir.
Nous n'avons pas le même nom de famille, donc les gens n'ont pas remarqué tout de suite que c'était mon frère. Et si j'avais décidé de ne pas en parler, c'était que, d'une part, j'étais traumatisée et d'autre part, je ne voulais pas que les gens me jugent par le prisme de mon expérience et dire oh, elle dit ça parce que son frère est mort au combat. Mais j'ai continué à participer à des conférences sur la guerre, j'ai continué mes recherches, j'ai continué à faire des petits discours lors de réceptions et de dîners, et c'était bouleversant. Et je donnais des cours et cela devenait très difficile aussi. Au début de la séance, nous avons dit que l'élément humain dans mes cours est très important et il y avait cette histoire humaine qui était très importante pour moi et que je ne pouvais pas partager. 6 mois après la mort de mon frère, j'ai décidé d'écrire pour le tiroir, comme on dit en ukrainien. Donc j'allais écrire, j'allais cacher ce que j'avais écrit, je n'allais pas le montrer à quiconque. Donc c'est vrai que j'ai une petite expérience d'écriture. Je me suis dit, je vais me défouler. Et voilà pourquoi j'ai choisi comme point d'entrée les objets. Les bottes en sont un exemple. Je pouvais les décrire. Je pouvais décrire le processus d'achat de ces bottes et leur redécouverte lorsqu'elles me sont revenues. Et cela a été très thérapeutique. Notre pièce de théâtre a été présentée au Festival d'Édimbourg. Nous avons sillonné le Royaume-Uni avec notre pièce. À l'époque, au Royaume-Uni, en tout cas, on se disait que la guerre était terminée. Donc, par le truchement de cette histoire personnelle de douleur et de deuil, les gens commençaient à s'intéresser à la situation en Ukraine et ont commencé à poser des questions. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un bon instrument pour expliquer la complexité de cette guerre. Et c'est cela qui m'a donné le courage de transformer la pièce de théâtre en livre et d'avoir l'impression de... enfin, je suis privilégiée, je peux publier en anglais, je peux parler à des publics en dehors de l'Ukraine. Il y a beaucoup de familles qui sont en deuil, qui n'ont pas cette possibilité-là, et donc j'estime que j'ai un devoir de profiter au maximum de ce privilège. Écrire un livre sur sa propre famille, c'est très compliqué. J'ai écrit moi-même au sujet de mon grand-père, qui était donc le père de ma mère, et je suis tombée sur des choses qui allaient être très difficiles à lire pour ma mère. Et je suis restée longtemps tiraillée sur ce qu'il fallait raconter, ce qu'il fallait taire. Cela a dû être encore plus vif pour vous parce que c'était très récent. Tout à fait. Et de toute façon, pour moi, ce n'était pas uniquement l'histoire de ma famille, de mon frère. C'est une histoire qui appartient à la population. Mes parents parlent un petit peu l'anglais, mais ils ne peuvent pas forcément lire des livres. Alors, chaque fois que j'écrivais quelque chose, je le traduisais en ukrainien pour que ma mère puisse... Oui, petit à petit, elle a lu mon livre en ukrainien. Et en fait, je voulais voir si cela leur convenait. Et j'ai eu beaucoup de chance. Non seulement ils m'ont soutenu, ma mère a un rôle important dans le livre. Il y a un chapitre sur elle et sur sa relation avec mon frère qui n'a pas toujours été facile. Et donc, au lieu d'essayer de me censurer, elle a fait le contraire. Chaque fois, elle m'a dit, non, il ne faut pas avoir peur de parler de ceci et raconte aussi cette histoire. Mon père a également été très coopératif. Il m'a soutenu, il m'a rappelé des histoires de mon frère que j'avais oubliées et que je pouvais mettre dans le livre. Donc cet environnement m'a porté, cet environnement familial m'a porté, m'a permis de voir des aspects de ma relation avec mon frère que je n'avais pas été prête à aborder. Ce sont des chapitres qui ne sont pas
du non-fiction. Il y a des parties qui sont un peu des fables ou des contes de fées. Ce sont des expériences de la vie de mon frère que je ne comprends pas et que je ne connais pas assez bien pour raconter en entier. Donc, au début de chacun de ces chapitres, je dis à chaque fois, je ne sais pas pourquoi il a fait ceci, mais je vais raconter quand même. Et ensuite, je raconte une fable ou un conte de fées. J'appelle cette noirceur la douleur ignoble, parce qu'il y a des douleurs qui sont acceptées par la société, qui sont même louées par la société. Dans ma ville natale, les gens étaient très élogieux. Un fils doit sacrifier sa vie si c'est nécessaire. Mais pour moi, il y avait une autre douleur sous-jacente et à laquelle je n'avais pas accès avant de commencer à écrire le livre. C'est le livre qui me l'a permis. Et comment est-ce que votre expérience personnelle et l'acte de l'écriture, comment est-ce que cela a conditionné votre relation avec ce qui se passe sur nos écrans? Mariupol, les autres villes, ce sont des villes très lointaines pour nous ici, mais lorsque l'on vous lit, l'on comprend que il y a des milliers et des milliers de morts en Ukraine maintenant, à Boucha. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Volodya, son cas est un peu différent. Il a choisi d'être là. Mais tant de familles qui ont perdu un fils pendant cette phase de la guerre, la phase d'agression, c'était des enfants qu'ils ont perdu, des garçons tout à fait innocents, des victimes innocentes qui n'ont jamais eu aucun choix. C'est cela qui me fend le cœur encore plus. Je dirais qu'il est très important que nous tous ici en Europe occidentale, où nous sommes encore en sécurité, de savoir que vous avez peut-être à côté de vous un Ukrainien ou quelqu'un qui a vécu la guerre et la perte d'un être cher dans des circonstances violentes. La guerre n'est jamais loin. C'est illusoire de penser que les guerres sont loin de nous et tombent sur des populations étrangères. Les guerres nous entourent, nous avons un rôle à jouer. Les choix de nos politiques que nous élisons ont une importance. Si cette escalade a été possible, c'est que la Russie a été financée par le pétrole et le gaz. Pendant la phase de pré-agression, la situation a été normalisée et l'Occident n'a rien fait. Non, je ne dirais même pas ça, parce que l'Occident a en quelque sorte facilité cette issue. C'est difficile à entendre, mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence pour essayer, et je vois que les gens essaient de résister à cette tentation d'être fatigué de la guerre en Ukraine. Et on ne peut pas se permettre de détourner le regard. L'Ukraine doit gagner la guerre parce qu'il en va de notre sécurité. Mais chacune de ces histoires, c'est le bouleversement de l'univers d'une personne ou plusieurs personnes. Et le traumatisme qui a frappé ma famille est semblable à celui qui touche l'ensemble de la nation ukrainienne et dont les effets vont se ressentir pendant des décennies. Et nous aurons besoin d'être soutenus. Les ONG, les initiatives ukrainiennes, le TSD, auront besoin d'être appuyés. Et le plus important, et vous le savez, c'est la justice. Alexandra Mitrovchuk, qui est l'avocat du prix Nobel de l'année dernière. Elle voyage en Europe. Elle a dit je vois un appétit pour la paix, mais pas pour la justice. Et pour l'Ukraine, il ne peut y avoir de paix durable sans justice.
Donc, ces vies perdues, ces vies détruites, s'il n'y a pas de conséquences, il n'y aura pas seulement traumatisme, mais désir de vengeance. J'en suis la preuve vivante. J'écris sur les familles et comment elles continuent à vivre après de tels traumatismes pendant de si longues années. Vous avez tout à fait raison. Je crois que le moment est venu d'ouvrir la discussion. J'ai vécu plusieurs événements passionnants dans ma vie, mais ici, je vois que les gens sont fascinés, médusés même. Alors, nous avons des microphones et vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à Olesia. Tout ce que vous voulez dire. A lady down here in the front. Il y a une dame là en bas, au premier rang. Merci. Merci pour cette conversation très intéressante. Je suis américaine et on l'entend souvent, vous l'avez entendu certainement aussi, c'est la faute de l'OTAN, on a trop poussé. Alors j'essaie de regarder les choses moi-même, j'ai regardé un documentaire sur Netflix. Est-ce que vous l'avez vu et si oui, est-ce une description précise, correcte? Quel film est-ce? C'est un documentaire sur le Maïdan. Oui, mais lequel? Car il y en a plusieurs. Il est sur Netflix. Est-ce que vous avez un titre? Car je crois qu'il y en a aussi pas mal sur Netflix. Non, parce que on me dit toujours... J'entends toujours que c'est la faute de l'Europe, que c'est la faute de l'OTAN, la faute des Américains. C'est très réconfortant d'entendre ce qui s'est vraiment passé. Bon, je ne peux pas commenter sur ce documentaire car je ne sais pas exactement duquel vous parlez. Et il est judicieux, il est bon qu'il y en ait de plus en plus sur l'Ukraine. Maintenant, la question sur l'OTAN est abordée et soulevée bien souvent, peut-être de moins en moins. J'ai dit plutôt qu'il n'y avait pas de majorité, ou plutôt qu'il y avait une minorité d'Ukrainiens qui étaient en faveur de l'OTAN avant 2014. Mais après l'invasion par la Russie en 2014, que ce pourcentage a augmenté. Et maintenant, c'est une majorité qui le souhaite, car on ne voit pas quelle autre sécurité, quelle autre garantie de notre sécurité sur le long terme on pourrait avoir, même s'il y avait des négociations de paix avec la Russie, même si l'intégrité territoriale de l'Ukraine était restaurée. C'est ce que veut dire la paix pour l'Ukraine. On n'a pas de garantie que la Russie ne nous attaque pas de nouveau, à moins que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, qu'il y ait des garanties de sécurité de la sorte. Mais cet argument que les Russes ont été provoqués à déclarer la guerre, ça ne tient pas. L'Ukraine est un État souverain qui a le droit de choisir à quelle organisation elle souhaite adhérer. Et si on continue de diviser le monde, on conforte la Russie dans sa sphère d'influence et on empêche des États comme l'Ukraine de prendre son futur en main. Merci. Avec un microphone, s'il vous plaît. Moi, je souhaitais vous parler de votre décision d'écrire en anglais. Est-ce que vous avez hésité ou pas? Est-ce que l'anglais crée une certaine distance? Est-ce que ça vous aide? Merci pour cette question. Et peut-être, comment est-ce que ce livre a été perçu en Ukraine? Je vais répondre aux deux questions. Je n'ai pas hésité. J'écris tout en anglais. Tout mon travail universitaire est publié en anglais. Les articles les plus accessibles sont toujours rédigés en anglais. J'ai déménagé au Royaume-Uni en anglais et l'anglais est ma langue professionnelle. Je me sens à l'aise en anglais. Mais ma langue natale, ma langue maternelle, c'est l'ukrainien. Même si je n'ai pas envisagé de l'écrire en ukrainien, je me suis rendu compte dès le début que j'écrivais dans ma langue seconde. Et à un moment ou à un autre, j'ai dû avouer que
j'étais plus à l'aise à l'idée d'utiliser une langue qui n'était pas ma langue maternelle en raison de cette distance que cela crée. Bien évidemment, il y a d'autres personnes qui écrivent dans leur langue seconde, voire troisième, qui ressentent la même chose. Lorsqu'on écrit sur un trauma, écrire dans une langue de ce genre, cela permet d'explorer les profondeurs. Ce ne serait pas possible dans sa langue maternelle. Et je peux dire cela parce que je l'ai traduit dans ma langue maternelle moi-même. C'était très compliqué. J'ai dû réécrire mon livre entièrement. C'était une expérience complètement différente. Est-ce que c'est un livre différent? Peut-être, oui, peut-être. Je viens de soumettre le manuscrit en ukrainien et j'espère qu'il sera publié cette année avec Virola, qui est un éditeur ukrainien plutôt récent. Je ne sais pas quel sera l'accueil qui lui sera réservé. Je n'ai pas fait jouer ma pièce de théâtre en Ukraine parce que personne ne veut savoir ce que c'est que d'être une Ukrainienne au Royaume-Uni et quel est son traumatisme. Leur expérience est tellement pire que la mienne. Pourquoi est-ce que je ferais cela? Avec le livre, c'est un petit peu différent. C'est plus générique, plus universel. Peut-être que les gens trouveront ça intéressant. La version en anglais a été critiquée en Ukraine. Les critiques sont plutôt positives. C'est important que les Ukrainiens sachent quelle est l'expérience d'une Ukrainienne hors de son pays natal. Et je parle aussi des critiques de la communauté internationale, ce qui a changé à partir du 24 février. Tout le monde découvre l'Ukraine qui était un trou noir sur la carte. On ne fait que la découvrir au moment où la Russie essaie de la détruire. Donc je pense que tous ces sujets intéressent les Ukrainiens, mais je pense qu'effectivement, il y a une certaine distance que cela crée. J'aurais une question qui s'adresse à tous les deux. Vous avez parlé de justice. Qu'entendez-vous par justice? C'est Poutine poursuivi devant un tribunal? Si oui, quel tribunal? Souhaitez-vous commencer, Philippe? Non, non, c'est vous la reine du spectacle. Bon, alors moi je peux vous dire ce que j'en pense. Je ne pense pas me tromper en disant que la plupart des Ukrainiens pensent la même chose que moi. Ensuite, je laisserai aux professionnels le soin de répondre. La justice, c'est la restauration de l'intégrité territoriale, y compris la Crimée, donc les frontières de 1991. Si on permet à un criminel de guerre de profiter de ses crimes, on normalise la situation. Si la Crimée continue d'être occupée, eh bien, cela prolonge la guerre. Pour des raisons pragmatiques aussi. Ça pourrait continuer d'être la base de lancement de missiles contre l'Ukraine, on l'a vu cette année. Et puis, la Crimée dépend le fait que ce soit séparé du reste de l'Ukraine, c'est pas du tout naturel parce qu'il y a des interdépendances entre la Crimée et le sud de l'Ukraine. Et puis, il y a le génocide contre les Tatars qui vivent dans la péninsule criméenne. On peut faire comme si cela ne se produisait pas. Donc, restauration de l'intégrité territoriale, la punition, les sanctions, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. La question du tribunal, je laisserai ça à Philippe. Et puis, les réparations. L'Ukraine est dans un état pitoyable. Il y a les mines, il y a l'écocide. Un quart de la population a été déplacée à l'intérieur du territoire ou en dehors. Ces gens-là doivent se rendre quelque part. Pour l'instant, ils n'ont nulle part où aller. Donc oui, pour moi, il y a des mesures très pratiques. Et c'est ce que dit Kiev dans le document de paix qui a été rédigé. Par ailleurs, souvent j'entends parler de concessions. L'Ukraine doit
se dire d'accord à des concessions, concéder du terrain, du territoire. En même temps, les gens ne réfléchissent pas aux gens qui habitent dans ces territoires. Et ça, c'est la différence entre les Ukrainiens et ceux qui ne connaissent pas le pays très bien, pour qui ce pays n'a pas une identité très claire parce qu'ils n'y ont jamais été. Ils ne connaissent pas des Ukrainiens. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Mariupol, de Mariengarde, à l'est de l'Ukraine. Il s'agit d'un endroit qui comportait des habitants, qui avait une vie. Et cette ville est devenue un territoire. Donc, concéder du territoire, il faut réfléchir aux conséquences que cela peut avoir sur les gens qui y habitent. On sait ce à quoi ressemble l'occupation russe. Hier, c'était le premier anniversaire de la libération de Boutcha. Et une fois que l'on a su ce que voulait dire l'occupation russe, il faut faire très attention quand on encourage l'Ukraine à concéder des parties de son terrain, ou de son territoire plutôt. Je suis entièrement d'accord avec cela. J'aimerais juste rajouter une chose. Il y a les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et le crime d'agression. Voilà les 4 grands crimes. Après que la guerre a éclaté, le Financial Times m'a demandé d'écrire sur l'Ukraine et le droit international. On m'a associé à l'Ukraine en raison de mes écrits. Le crime des crimes dans cette histoire, c'est la décision de faire la guerre. Ce n'est pas une opération spéciale, c'est une guerre à part entière, soyons clairs. Et toutes les horreurs dont on a entendu parler, Mariupol, Boutcha, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les allégations de génocide proviennent de cette décision-là. Or, c'est un crime du leadership. Et le tribunal international n'a pas autorité pour poursuivre cela. C'est la première fois depuis 1945 que l'Europe est impliquée dans une guerre existentielle majeure. Cette question doit être traitée. On risque de se retrouver dans une situation dans 5 ans où des militaires russes se retrouvent devant la CPI pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ils devront en répondre alors que leurs dirigeants n'ont à rendre compte de rien. J'ai écrit cela. Et puis on a vu la réaction du président Zelensky, le ministre des Affaires étrangères. Ça a fait boule de neige et un tribunal pénal spécial va être créé pour pouvoir poursuivre ce type de crime. De plus en plus de pays ont commencé à se joindre à ont commencé à suivre cette même veine. C'est difficile, mais le Royaume-Uni et les États-Unis ne peuvent pas dire grand-chose quant au crime d'agression, étant donné ce qui s'est passé en Irak, ce qui crée tout un tas de difficultés. Mais on en est là où on en est. C'est un crime d'agression et il doit être poursuivi. Maintenant, la semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir que le procureur de la CPI a émis un mandat d'arrêt contre le président Poutine pour le déplacement forcé d'enfants ukrainiens. Les détails sont un petit peu vagues. Alors, je suis père de 3 enfants. La déportation d'enfants, c'est horrible. C'est un crime de guerre. Mais très franchement, étant donné ce qui se passe sur le terrain qui vient de vous être décrit, se concentrer là-dessus, ça me semble un peu bizarre. Même si c'est la seule manière pour la CPI d'atteindre Vladimir Poutine. Alors j'insiste, on doit se focaliser sur les crimes majeurs. Or, il s'agit d'un petit groupe de criminels qui ont décidé de lancer cette guerre contre l'Ukraine, d'occuper l'Ukraine. L'Ukraine a réussi à remettre la justice au cœur du tout. Et
Dans mes conversations avec M. Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, les relations entre le territoire de l'Ukraine et l'origine de crimes, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide, c'est ce qui fait en sorte que la justice soit au cœur de tout. Mais M. Kuleba lui-même est juriste, il est spécialiste du droit international. Or, son professeur à l'université de Kiev m'a dit que quand il était étudiant, une de ses maîtrises portait sur la déclaration de Saint James. Le 1er janvier 1942, un groupe d'une dizaine de pays occupés par l'Allemagne nazie s'est réuni à Londres et a émis une déclaration comme quoi, après la guerre, la justice doit être restaurée et il doit y avoir des poursuites pénales à l'encontre des responsables. Il l'a écrit en tant qu'étudiant. Donc, dans un sens, l'Ukraine est le moteur de tout et vous avez entièrement raison. Il faut résoudre cela sur le long terme. Je crois qu'on a le temps de prendre encore une question. Une dernière question? Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci pour cette discussion très émouvante et très importante. J'aimerais vous demander d'enlever votre casquette de sœur et de mettre votre casquette d'historienne. À quoi pouvez-vous comparer cette guerre? Est-ce la Tchétchénie, la Géorgie, l'Ukraine en 2014, la Syrie, l'escalade de l'an dernier? Est-ce que vous revenez plus loin en arrière? Vous la comparez à d'autres guerres? Merci pour cette question qui est très importante. Tout dépend de ce que l'on considère. Si vous regardez les choses du point de vue de l'impunité de la Russie, alors oui, je pense qu'il faut revenir aux crimes de guerre commis par l'armée russe en Syrie, en Tchétchénie. L'attaque contre la Géorgie et ce qu'ils font depuis 2014 en Ukraine, car tout ceci est lié. Si ces actes sont impunis ailleurs, pourquoi ne pas essayer de les reproduire? Maintenant, si vous regardez la relation de la Russie à l'Ukraine, et ça revient à la question précédente, c'est une guerre impériale pour la Russie, c'est une guerre existentielle pour l'Ukraine. Sans l'Ukraine, la Russie n'est plus un empire. Cet impérialisme, c'est la seule chose qui tient l'identité russe telle que les dirigeants russes font la publicité auprès de la population. Il n'y a pas de culture de l'avenir, notamment de l'avenir démocratique pour ce pays. On se concentre sur un espèce de passé glorieux qui ne s'est jamais produit. Mais c'est ce sur quoi s'est basée l'identité pour beaucoup de Russes depuis bien longtemps. Si tout ceci s'effondre, eh bien, le projet impérial ne fonctionnera plus pour la population. Et du coup, ce sera plus très pratique pour le régime. Alors on peut, je pense, dans ce sens, revenir à des guerres précédentes. La Deuxième Guerre mondiale, l'annexation de l'Ukraine pour étendre son territoire, avec le consentement des Alliés en 1945. On peut revenir à la Première Guerre mondiale, l'invasion d'une partie du pays par l'armée impériale russe et l'idée que l'on va soumettre cette partie de l'Europe de l'Est pour étendre l'empire russe, car c'est dans sa nature. Et puis il y a la perception de la Russie, ou plutôt de l'Occident. L'Ukraine, comme je l'ai dit, c'est un espèce de trou noir. Mais c'est aussi une zone tampon dont les frontières ont changé de ci, de là, mais c'est une zone tampon par rapport à la Russie communiste, bolchevique, soviétique ou post-communiste. Donc c'est pour notre confort. Et si vous revenez à la Première Guerre mondiale, la souveraineté ukrainienne a été sacrifiée pour protéger la souveraineté polonaise. Si vous regardez
la Deuxième Guerre mondiale. Encore une fois, la souveraineté ukrainienne a été sacrifiée sur l'autel de l'avarice territoriale de Staline. Même chose pour la dernière agression russe. On s'en est détourné parce qu'on ne voulait pas aborder la question. L'histoire ne se répète pas forcément, mais tout ceci permet d'éclairer les événements. Si vous regardez cela du point de vue de l'Ukraine, on se rend compte que tous ces conflits sont très pertinents de manière différente. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe. Non, je pense que c'est à l'historienne d'avoir le dernier mot. Olesya, vous avez réussi à mélanger l'histoire, les souvenirs, l'histoire familiale de manière remarquable. Je crois, Olesya, que vous allez dédicacer vos livres. C'est un livre très particulier, à un moment très particulier. Merci beaucoup.